Bonjour à toutes et à tous, et aux autres aussi, et bienvenue sur Attrape, votre chaîne de catch. Je suis Tao, pour ceux qui ne sont pas accoutumés de cette chaîne, bienvenue, et j'espère que vous resterez encore bien longtemps. Aujourd'hui, c'est un petit podcast chill, comme on aime bien dire sur YouTube. C'est un petit podcast où je vais parler de tout et de rien. Je vais parler un petit peu en fil rouge de ce qui se passe en ce moment autour de Kenny Omega, de Impact, de AEW notamment. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à aller voir une autre chaîne qui parle peut-être de sujets qui vous intéressent plus. Moi aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas du tout prévu de ce dont j'allais parler. Vraiment, j'avais juste envie de vous parler. Donc du coup, on va parler, comme je l'ai dit, de tout ce qui est partenariat Impact AEW et surtout la situation de Kenny Omega au milieu de tout ça. Voilà, j'ai pas pris de notes, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment un pro un petit peu libre. Coucou à mon cher ami, j'allais dire mon copain, mon pote, mon franjo, Kyrian, et allez voir ses impros libres d'ailleurs. Avant de commencer ce podcast, je vais faire mon autopub, bien sûr, n'hésitez pas. Sur la chaîne Taophile, il y aura tous les liens en description, bien sûr, n'hésitez pas à les voir. Sur la chaîne Taophile, qui est, on va dire, entre gros guillemets, ma chaîne principale, avec des énormes guillemets, bien sûr, j'ai pas forcément de chaîne principale ou secondaire. Je poste un petit peu là où j'ai envie, voilà. Donc sur la chaîne Taophile, il y a un podcast, plutôt une impro libre, une grosse impro libre avec mes deux confrères, Jolan que vous connaissez sans doute, vous, fan de catch de Twitter, qui est assez présent sur la communauté FR Twitter. Et également mon ami Kyrian, qui lui aussi fait des impros libres sur sa chaîne, où là on parle de cinéma, de films, de tout ce qui est audiovisuel, des choses comme ça. Et dans ces podcasts, qui était la deuxième partie d'un gros podcast, on parlait de l'avenir des films DC Comics au cinéma. Voilà, donc la première partie où on parlait des films qui étaient déjà sortis est disponible sur la chaîne de The Reaper Vidéo. Voilà, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas surtout. Et pour la deuxième autopub, après avoir parlé d'ici, on parle bien sûr de la concurrence, on parle de Marvel. Et sur mon autre chaîne, c'est même pas une chaîne secondaire, toujours pas de chaîne secondaire, c'est Taophile MG, qui sera sans doute remodifié, peut-être que je changerai le nom de la chaîne pour trouver un truc un petit peu plus attrayant. J'ai sorti une vidéo, en tout cas peut-être à l'heure où vous écoutez celle-ci. La vidéo est peut-être déjà sortie, elle est sortie le 18 ou le 19 c'est ça, le 19 décembre 2020. Je sais pas du tout quand cette vidéo que je suis en train d'enregistrer va sortir, donc voilà, n'hésitez pas, ce sera toujours dans la description. Je parle de Marvel et du coup des nouvelles annonces que Marvel a faites par rapport aux films, aux séries qui sont bientôt sortis, qui vont bientôt sortir dans les futurs mois et années. Donc voilà, on a eu le planning d'ici, le planning Marvel également, et du coup je parle dans à peu près 1 heure de vidéo, je parle de mes attentes, moi personnellement, sur tous les projets un à un. Donc voilà, ça dure une petite heure, n'hésitez pas à l'écouter si vous êtes fan de comics, si vous êtes fan de Marvel, n'hésitez pas à partager votre avis, n'hésitez pas même à partager la vidéo tout simplement, si vous voulez faire connaître mon travail, m'aider dans cette grande aventure qui est YouTube. On revient sur le sujet qui nous intéresse tous, bien sûr, après ces 3 minutes d'intro. On parle de Impact, de AEW, de Kenny Omega. Le dernier podcast que j'ai fait, on était à Winter is Coming. Voilà, pour ceux qui se rappellent, Winter is Coming dès le 2 décembre. On a eu la victoire de Kenny Omega pour devenir le champion du monde d'AEW. On a eu également les débuts de Sting. Voilà, c'était un très très bon show que je vous invite à aller voir si vous l'avez toujours pas vu. Un main event qui était quand même très très correct, même si avec Kenny Omega, on s'est un petit peu habitué à du caviar. Coucou à toi Cody. On s'habitue à du caviar, donc forcément quand on a du caviar de moins bonne qualité, on ne cite pas de marque bien sûr, c'est un petit peu plus difficile, mais c'était quand même très correct. Donc dans la suite de ce programme, autour de cette invasion de Kenny Omega qui devient officiellement le collecteur, on pourrait l'appeler comme ça, le collecteur, l'inéductable Kenny Omega, il a fait du coup un petit tour du côté d'Impact, le Impact qui avait lieu la semaine d'après. On est dans ce Impact le 8 décembre. L'événement principal, bien sûr, c'est la venue de Kenny Omega qui va, bien sûr, parler de ce qui s'est passé à Dynamite, à Winter is Coming. Pendant ce show, que vous n'êtes pas forcément obligé de voir, c'était pas l'un des meilleurs shows d'Impact, mais on a eu la petite intervention de Tony Khan et de Tony Schiavone, les deux Tony, les Tonys, qui sont venus un petit peu faire la pub d'AEW, parce que bien sûr, AEW a besoin de faire sa pub directement sur Access TV, qui est une chaîne beaucoup moins regardée, sur un programme beaucoup moins regardé. C'était fun quand même, hein. Là je dis ça, on dirait que je suis en train de les insulter, mais pas du tout, c'était quand même bien fun. Donc voilà, une petite vignette qui était quand même sympa.
On a eu toujours le programme qui nous intéresse autour du tournoi par équipe de Impact. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais pas forcément m'attarder plus sur ça, puisque étant donné que depuis il y a eu d'autres shows, je m'arrêterai quand on arrivera aux shows qui sont sortis cette semaine pour parler de ça. Mais voilà, le tournoi par équipe de féminin d'Impact, les Knockout, a eu lieu, a continué. On était sur les quarts de finale à ce moment-là. Mais voilà, mais la chose qui nous intéresse bien sûr, c'était le main event. Pas du tout, c'était Kenny Omega. Mais d'abord, on parle du main event. C'était Chris Bey et Moose contre Rich Swann et Willie Mack. C'était un match très correct. Voilà, je me suis senti un petit peu malaisé au moment où je me suis aperçu qu'en fait, toutes les personnes autour du ring étaient noires. Alors peut-être que vous, ça vous choque pas. Je rappelle bien sûr que je suis métisse. Mais je me suis dit, waouh, Impact mise beaucoup quand même sur les personnes noires. J'aime pas dire personnes de couleur parce que ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit, c'est bizarre, c'est un petit peu peut-être du forcing. À moins que personne d'autre dans le dans le main event game de Impact n'ait physiquement les épaules pour atteindre ce niveau, même si c'est bizarre de voir Chris Bey ici. Mais Chris Bey a quand même remporté la victoire au nez à la barbe de Rich Swann, donc du coup il se positionne comme étant le nouveau challenger pour le show qui a eu lieu un petit peu après, sur lequel on va un petit peu débriefer. C'était Final Resolution. Voilà, Moose aussi qui confirme sa domination. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs qu'il revienne après ce Bound for Glory avec sa ceinture d'Impact, de TNA pardon, plutôt. Parce que j'étais persuadé qu'on allait, que Moose après Bound for Glory allait quand même atteindre un nouveau sommet, et on allait directement aller viser le main event et la ceinture de champion du monde, mais ça semble encore une fois tourner en rond, mais ça c'est dû à d'autres choses sur lesquelles on reviendra. Bien sûr, Kenny Omega était interviewé par Josh Matthews qui était dans le bus de Don Callis et Kenny Omega. Voilà, il se balade, et du coup on a eu cette interview assez cool, ou un petit peu, voilà, il trash talk un petit peu j'allais dire Ambrose, mais pas du tout, il trash talk Moxley, en l'appelant Ambrose justement, notamment parce que Josh Matthews et l'ancien Dean Ambrose étaient au même moment, il me semble que c'était dans le Tough Enough, voilà, c'était l'émission à l'époque où on recrutait les gens qui n'étaient pas des catcheurs, mais voilà, et du coup c'était une très très bonne promo qui dure quand même pas mal de temps, elle dure un peu plus de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, où on a quand même une promo qui répond aux questions qu'on se posait un petit peu sur pourquoi Kenny Omega a fait ce heel turn, pourquoi Don Callis s'est associé à lui. Donc voilà, c'était une bonne promo. Je vais pas forcément la récapituler ici parce que vous l'avez sans doute déjà vu, vous avez déjà un petit peu analysé ça, j'imagine, si vous écoutez ce podcast. Mais c'était quand même une très très bonne promo qui confirme du coup officiellement le heel turn de Kenny Omega. La chose assez marrante, c'est que du coup Don Callis dit que c'était prévu pas depuis le début de AEW, depuis le début de Kenny Omega à la New Japan, mais c'était prévu depuis sa naissance. Voilà, qu'ils avaient prévu ça sur toute leur vie, et que voilà, c'était une promo fun. Certes, c'est un petit peu dans l'exagération, mais j'aime bien ce côté de Kenny Omega un petit peu fun, genre tellement sérieux, tellement dans l'exagération que ça en devient marrant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime Kenny Omega entre autres. Mais voilà, c'était quand même une très très bonne promo. Et Kenny Omega qui dit clairement qu'il est ici pour collecter des titres. Il a déjà 2 titres, je rappelle, il est champion du monde dans 2 promotions, qui est la AAA et la AEW. Donc il dit qu'il vient ici pour, pourquoi pas, venir chercher la ceinture d'Impact de Rich Swann. Et quand on voit l'affiche, on se dit quand même que ça fait un petit peu mal que Kenny Omega affronterait Rich Swann, ce serait un petit peu bizarre. Et malheureusement, je suis pas sûr que Rich Swann sorte fort de ce programme. On passe au Dynamite du jour suivant, c'était le Dynamite du 2 décembre, pardon. On a eu bien sûr la suite avec tout ce qui se passe avec Sting. Cody qui était venu sur le ring se faire interviewer par Tony Schiavone pour parler voilà, de ce qui s'est passé de la semaine dernière, de l'arrivée de Sting à la AEW. Sting qui débarque très rapidement, et Sting qui arrive en mode à la bonne franquette. c'est le Sting à la bonne franquette, vraiment, il arrive, il dit vas-y viens Tony Schiavone, et on se fait un câlin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, machin, et puis il nargue un petit peu Cody en gros. Pour le dire qu'il n'est pas vraiment là pour lui, mais qu'il fasse attention. Le Kid, voilà, c'est comme ça qu'il finit la promo en appelant Cody Kid, ce qui est un petit peu un manque de respect, voilà, on l'appelle le petit. Mais surtout, la chose intéressante et qui est un petit peu le fil rouge de ce programme avec le début de Sting à la W, c'est Darby Allin qui était dans les gradins. Et quand Sting dit qu'il est là parce que quelqu'un lui rappelle quelque chose, on voit un Darby Allin qui est dans les gradins tout en haut, tout seul, et qui regarde le show, et bien sûr à ce moment-là, on peut pas s'empêcher de se rappeler Sting à l'époque de la WCW qui était là en haut et qui regardait un petit peu ce qui se passait sur le ring de Vigilante, Vigilante la japonaise, un petit peu.
à cause de My Hero Academia. Mais voilà, c'était une très très bonne promo, un très très bon programme qui me fait plaisir. Cody, bien sûr, on était obligé de l'incorporer dans ce programme-là parce que voilà, apparemment, se taper chez Shaquille O'Neal, c'était pas assez. Il fallait aussi faire un programme avec Sting. Voilà, je suis pas étonné. C'est Cody, bien sûr, vous connaissez, mais je suis déçu parce que je voulais vraiment pas que Cody se mette dans ce programme-là. Mais si c'est pour faire ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est-à-dire un petit peu snobber Cody, ça pourrait être quand même très sympathique et ça pourrait, en tout cas moi, me faire plaisir. Vous savez sans doute maintenant que je suis pas du tout un grand fan de Cody, en tout cas du côté d'AEW qui fait un peu sa Triple H de l'extrême, et ça a le don de m'énerver. On a eu bien sûr aussi Shaquille O'Neal qui était en confrontation indirecte avec Brandy Rhodes, voilà, par rapport à la semaine dernière où Brandy Rhodes s'est fait un petit peu casser le bras par Jade. Je ne sais plus son nom. Voilà, je ne sais plus son nom. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Jade Cargill. Voilà, vous avez compris. Mais voilà, et puis ça c'était une confrontation assez bénigne, hein, où Shake, le Big Shake, a dit voilà, il est désolé de ce qui s'est passé, il voulait pas du tout ça, mais je sais pas quoi. Et finalement, Brandy finit le segment en lançant de l'eau directement au visage de Shaquille O'Neal. On sait sans doute, hein, que le programme va continuer encore. Mais ça a l'air de prendre son temps quand même, hein. Ça a l'air de prendre son temps pour incorporer vraiment un programme de, je vais pas dire de qualité, parce que je pense que la confrontation, s'il y a confrontation physique dans un réel match, je pense que ce sera pas forcément du très très gros niveau, parce que je rappelle que Shake n'est pas un catcheur. Voilà, c'est peut-être un petit détail, hein. Du côté WWE, on a peut-être l'habitude de faire ça, mais du côté des autres promotions, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, et puis vu son gabarit, je pense pas que non plus c'est quelqu'un de très très flamboyant sur un ring de catch. Bref, la rivalité qui continue du coup autour de Shake et de Cody indirectement, ça continue, c'est cool. Voilà, et puis finalement on a eu encore une promo de Kenny Omega et Don Callis, hein, qui sont venus, parce que bien sûr ils arrivent, et ils arrivent en hélicoptère. Ça c'est la classe, ça me rappelle Ric Flair des bonnes années, très très cool. Ils arrivent en hélicoptère, voilà, ils se font interviewer, et comme à peu près au Impact de la semaine dernière, voilà, il nargue un petit peu, il dit que c'est le meilleur du business, que c'est le meilleur catcheur de la planète, qu'il l'a prouvé à maintes et maintes fois, qu'il a battu Jon Moxley, que voilà, qu'il est le plus gros, le plus grand, le plus merveilleux. Et c'est encore une très très bonne promo de heel. Kenny qui confirme encore son heel turn, qui gère d'ailleurs son heel turn très très bien, je trouve. J'avais un petit peu peur, hein, lors de ces dernières semaines où on commençait à avoir un Kenny Omega un petit peu plus vantard. Mais je trouve que ça passe très bien. Voilà, je trouve que ça passe très bien. Et c'est con, mais le genre de détail qui est d'arriver en hélicoptère, pour moi, ça continue à renforcer son heel turn. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, c'est vraiment du très bon business. Je peux parler forcément plus du AEW que ça, parce que comme je l'ai dit pour Impact, hein, ça date d'il y a déjà 2 semaines maintenant. Donc, enfin de 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc voilà, on va pas forcément s'attarder sur ça. Le show suivant, et surtout sur ce qu'on va s'arrêter, c'est Final Resolution. C'était le pay-per-view spécial, le Impact Plus Final Resolution, donc le show qui diffusait sur la plateforme directement de streaming d'Impact. Voilà, on continuait un petit peu toute cette histoire. Malheureusement, on avait un manque d'investissement. En tout cas, pour ma part, j'avais un manque d'investissement sur ce show qui, comme les shows depuis qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient des gros pay-per-view tous les mois, qui étaient diffusés pour la plupart sur Impact Plus, manque réellement de construction. Voilà, j'ai l'impression que c'est juste des impacts, des shows classiques, mais un petit peu plus, voilà, mais sans être trop plus non plus. Donc c'est un petit peu dommage si vous entendez des bruits, bien sûr, hein, c'est le petit chat qui s'amuse comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, c'était très étonnant. La chose qui m'a fait plaisir quand même, les histoires ont un petit peu avancé. On a eu Eric Young qui a affronté Rhino. Voilà, certes, le match n'est pas très intéressant, c'est une victoire d'Eric Young. Mais surtout, c'est à la fin, on a eu les Diners, donc Cousin Jake et Cody Dinner, qui viennent confronter Eric Young et du coup son garde du corps, Joe Doering, je sais pas comment on dit. Et du coup à ce moment-là, Cody Dinner veut essayer d'attaquer Eric Young et il lui crie je ne suis pas personne. Et là, hop, il faut un gros coup dans la tête de son cousin, de Cousin Jake. Et du coup, on a officiellement un heel turn de Cody Dinner sur son cousin en plus. Voilà, dramatique, histoire dramatique. Mais ça me donne envie, c'est con à dire. Pour ceux qui suivent pas forcément l'indépendant, vous connaissez pas forcément Cousin Jake ou Jake Something, comme il se fait appeler sur le circuit indépendant, mais c'est un très très bon catcheur.
Donc on espère qu'il y ait un programme autour de ça et qu'il se passe quelque chose autour des cousins, de la dissension des cousins. Malheureusement, j'ai réellement pas de plan pour Cody Deaner. Je sais pas du tout ce qui va advenir pour lui dans le futur, parce que ce heel turn m'embête pas, mais je me demande juste qu'est-ce que ça peut raconter, tout simplement. Et quand je vois Cody Deaner, certes, je le trouve très sympathique, notamment parce qu'il me semble qu'il a un passé, je sais pas si c'est le même, peut-être que je me trompe extrêmement. Wingrid, n'hésite pas à le mettre en commentaire, mais il me semble que Cody Deaner était l'ancien, en tout cas in-gimmick, l'ancien copain de ODB un moment, qui non, pas du tout, peut-être que je me trompe totalement, hop, on arrête cette anecdote nulle. Voilà, et on a eu un match aussi pour le titre X Division, qui était Roy Trajo, bien sûr, toujours champion à ce moment-là, qui affrontait un adversaire mystère, et on a eu qui comme retour? C'était Manik. Pour ceux qui connaissent pas Manik, c'est tout simplement TJP qui se cache sous le masque, et parce qu'à l'époque il avait porté le masque de Suicide qui avait été modifié pour devenir Manik. Donc actuellement, assez drôle dans le roster de Impact, on a TJP, Manik et Suicide. Voilà, chose étrange. Manik du coup qui devient le nouveau champion X-Division, donc on a TJP qui officiellement devient champion X-Division sans être TJP. Petite subtilité à noter quand même. Mais voilà, moi malheureusement, le titre X-Division là, je suis pas forcément un très grand fan de TJP, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le ring. Donc on commence un petit peu à être désintéressé de ma part autour de ça. Roy Trajo était certes un champion qui était pas non plus flamboyant, mais qui était un heel plutôt correct et plutôt classique, on va dire, dans la construction. Donc voilà, moi je m'attendais à que ça monte de plus en plus en construction, mais finalement ça arrive assez vite et on a un changement de titre qui pour moi va peut-être faire un petit peu patauger toute cette histoire quelques semaines, quelques mois, avant d'avoir d'autres personnes autour de cette ceinture qui risquent d'être un petit peu plus intéressantes, en tout cas je l'espère. Voilà, on a eu aussi un combat entre Karl Anderson et Ethan Page. Ça aussi c'est un petit fil rouge qu'on a en ce moment. Ethan Page et Josh Alexander qui n'arrivent pas du tout à remporter des victoires. Josh Alexander qui est un petit peu frustré, Ethan Page qui essaie de le rassurer comme il peut. Malheureusement on va le voir au fur et à mesure des semaines, en tout cas de ces dernières semaines, qu'il n'a pas de plan. Il a beau dire à Josh Alexander qu'il a un plan pour se remettre en avant, tout ça, il n'a pas de plan. On l'a vu dans l'Impact de cette semaine où il est venu en Karateman, qui est l'un de ses personnages sur le circuit indépendant, un personnage clairement comique. Qui vient pour un petit peu aider son compatriote Josh Alexander qui a affronté lui Karl Anderson. Je l'ai pas dit, mais à Final Resolution, du coup le pay-per-view sur lequel je suis en train de débriefer, c'est Karl Anderson qui a remporté la victoire sur Ethan Page. Ce qui crée un petit peu cette sorte de dissension, sans être une dissension, mais en tout cas de mésentente entre Josh Alexander et Ethan Page. Ethan Page qui s'oriente plus sur un personnage comique, Josh Alexander qui veut rester un petit peu serious business, mais les deux commencent à plus trop s'entendre malheureusement grâce à ses défaites ou à cause de ses défaites. Et ça voilà, c'est un truc très classique mais très sympa. Peut-être que Ethan Page va bientôt partir parce que c'est le cas, son contrat se termine en décembre. Heureusement, ou malheureusement, ça dépend. Tous les shows Impact ont déjà été enregistrés pour décembre, donc du coup on peut au moins la voir jusqu'à la fin décembre. Ça peut être cool. Voilà, donc cette histoire autour de Ethan Page de Josh Alexander va tranquillement continuer au fur et à mesure des semaines, j'imagine. En tout cas pendant la période de décembre. Et le main event, du coup, c'était Rich Swann qui défendait sa ceinture contre Chris Bay. Victoire logique de Rich Swann dans cette confrontation. Chris Bay qui, quand même, s'est très bien défendu dans tout ça, c'était très cool. Et juste après le match, on a Moose qui arrive en costard-cravate beau gosse avec sa ceinture d'Impact, malheureusement encore. Et qui vient redonner la ceinture à Rich Swann pour, en gros, lui dire c'est moi le prochain, donc prends garde à tes fesses. Ça, c'est cool. Parce que c'est ce que j'espérais depuis Bound for Glory. J'espérais vraiment qu'on ait un Moose un petit peu plus serious business qui vise le titre. Malheureusement, après je vais un petit peu m'attarder sur ce qui va se passer, mais malheureusement ce programme va être sans doute, et c'est d'ailleurs sûr, en suspens durant ces prochaines semaines, en tout cas pendant janvier, en tout cas. Donc voilà, malheureusement on patauge encore du côté de Moose autour de cette ceinture et autour du main event. J'espère quand même qu'on arrivera à une bonne conclusion à la fin, parce que bien sûr, comme vous le savez, ce qui est important dans ces histoires, c'est le début et la fin. Souvent ce qu'il y a au milieu, c'est un petit peu tatillon, mais c'est surtout de la fin qu'on se rappelle, et du début, un peu comme dans les films d'ailleurs.
Du coup, après ce Final Resolution, on était directement du côté d'Impact du 15 décembre. Bien sûr, si je parle d'Impact, vous savez très bien, c'est pour parler aussi de AW. Donc, on a eu encore une fois une promo publicitaire de Tony Schiavone et de Tony Khan, les deux Tonys, qui faisaient aussi encore une fois leur promotion pour All Elite Wrestling le lendemain, directement à la télé TNT. Donc voilà, c'était encore une bonne promo. D'ailleurs, dans ces petites vignettes, je l'ai pas dit, mais voilà, il se moque, je vais pas dire gentiment, mais il se moque de Impact, ce qui a l'air d'être ok pour les deux compagnies. Impact qui commence à accepter son passé, on va dire directement à la télé. On sait que maintenant, ils ont pris beaucoup de recul par rapport à il y a 10 ans, on pourrait dire maintenant, il y a 10 ans. Mais voilà, je trouve ça sympathique qu'ils assument totalement ces échecs. Mais malheureusement, j'ai envie aussi de voir Impact un petit peu se défendre. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'Impact se défend pas, qu'ils font que subir. Ce qui est vraiment dommage pour le coup. Comme je l'ai dit également hein, autour du titre, enfin autour de Josh Alexander et Ethan Page, du coup on a eu une confrontation entre Brian Myers, donc l'ancien Kurt Hawkins, et Josh Alexander qui s'est terminé en disqualification tout simplement parce qu'il y a eu l'intervention de Ethan Page qui est venu avec son personnage de Karate Man comme je l'ai dit juste avant. Voilà, et juste après on a Karate Man, Ethan Page qui continue ses poses de Kung Fu devant un Josh Alexander blasé qui décide de s'en aller. Voilà, c'était un petit côté comics. Moi, un petit côté comique, pas comics, pas du tout. Moi, ça me fait pas rire forcément parce que j'aime bien The North. Je trouve que c'est une équipe très très bonne, très correcte. Je sais que Ethan Page aime beaucoup faire de la comédie, surtout en indépendant, il le fait beaucoup. Mais voilà, si on s'approche réellement d'une fin de Ethan Page à Impact, je serais vraiment déçu qu'on arrête sur ça en fait, sur ce personnage comédie. Alors qu'il a été serious business depuis tellement longtemps, même si quand il arrivait à l'époque d'Impact, il était le frère de Chandler Parks de Abyss, l'acolyte d'Abyss. Voilà, c'était un personnage comique. Mais une fois qu'il est arrivé en équipe avec Josh Alexander, c'était vraiment un personnage très sérieux, avec ce côté quand même sympathique. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas une fin d'Ethan Page plus sérieuse que ça. Mais bon, s'il prend du plaisir dans ce qu'il fait, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. On a eu un main event entre Karl Anderson et Chris Sabin. Chris Sabin, toujours accompagné de Alex Shelley. Karl Anderson qui, lui, n'était pas accompagné de Luke Gallows, enfin de Doug Gallows, comme on l'appelle maintenant. D'ailleurs, ni à Final Resolution, ni pendant ce match, pendant ce combat contre Chris Sabin, c'est quand même Karl Anderson qui gagne avec un magnifique gunstun, donc un cutter, ou un RKO, pour ceux qui voient pas non plus. Mais c'était un très très bon match avec bien sûr c'est normalement des catcheurs par équipe qui pour le coup font un match solo. C'était quand même une très très bonne confrontation. Karl Anderson qui confirme encore que c'est un catcheur que j'apprécie vraiment beaucoup. La machine gun, c'est vraiment très plaisant de le voir sur un ring. C'est certes très correct, mais c'est quand même toujours très très bien exécuté. Ces Spinebusters sont vraiment sublimes. Voilà, c'est ce que ça à dire. Donc voilà, une victoire avec un roll-up sur Chris Sabin, c'était quand même très très cool. Juste après, on a Karl Anderson qui part dans les vestiaires. On a eu également Rich Swann qui est arrivé pour le confronter sur la rampe du ring. Je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. Et puis après, il va dans les vestiaires, Karl Anderson, et Rich Swann l'arrête et lui dit ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as gagné en trichant? T'avais pas besoin de faire ça. Et Karl Anderson qui le fout une méchante droite. Derrière, il y avait juste Chris Sabin avec Shelley qui arrivait, donc du coup, il commence à attaquer Karl Anderson. Et très rapidement, on a du coup Doug Gallows qui vient faire le sauvetage pour son ami. Et juste après, on a Kenny Omega qui arrive et qui détruit Rich Swann qui était en train de faire la remontada, qui était en train de faire le retour. Voilà, donc du coup, on a le retour du Bullet Club officiellement, parce que c'est l'appellation que Kenny Omega utilise. C'est le retour du Bullet Club qui détruit du coup Chris Sabin et Alex Shelley, les Motor City Machine Guns, et également le champion Rich Swann. Kenny Omega qui réagit très rapidement, toujours accompagné de Don Callis bien sûr, qui nargue totalement Rich Swann qui est au sol, lui dit ouais, montre-lui la ceinture, regarde c'est qui le champion, regarde c'est qui le meilleur, si t'es un catcheur, t'es forcément en dessous de moi parce que je suis le meilleur, voilà, et en gros il annonce qu'à Hard to Kill, donc le prochain gros pay-per-view, qui est pas un pay-per-view Impact Plus, ça c'est vraiment à préciser pour le coup, le prochain gros pay-per-view, Hard to Kill qui a lieu mi-janvier il me semble, peut-être que vous pouvez le confirmer en commentaire ou sur Twitter la date. On aura du coup un 3 contre 3 entre Kenny Omega, Doug Gallows et Karl Anderson, donc les Good Brothers et Kenny Omega, ou en gros le Bullet Club contre du coup les Motor City Machine Guns et Rich Swann dans un 3 contre 3. Ce sera du coup le main event de Hard to Kill.
et c'est là que le bas blesse, on pourrait dire. Je m'arrête sur ça parce que c'est le sujet de la vidéo en gros, hein. Le Kenny Omega, le AEW, le Impact, qui du coup avec cette association sont directement tous liés. Kenny Omega qui vient en tant que collecteur et qui vient s'associer également avec les Good Brothers. Alors la chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est toute cette histoire avec les Good Brothers qui en fin de compte sont arrivés depuis maintenant 6 mois pour arriver à ce heel turn, alors qu'ils sont arrivés vraiment comme des babyface, j'ai envie de dire. Et c'était justement la chose qui m'avait énervé quand ils sont arrivés, c'est qu'ils se présentaient comme des babyface, voilà. Ils se présentaient comme des mecs super sympas, super cool, qui étaient plutôt sympas avec les autres, tout ça. Et là, enfin avec ce heel turn des Good Brothers, je me dis yes, enfin, c'est cool, enfin ça va être intéressant, parce que pour moi les Good Brothers, même s'ils ont un petit côté fun, c'est pas des face, c'est vraiment des gens qui sont heel, notamment à cause de leur passé, ou grâce à leur passé. Et du coup là ça a été bien fait grâce à l'arrivée de Kenny Omega du côté d'Impact, et je me dis waouh, donc on doit attendre l'arrivée de Kenny Omega à Impact pour avoir réellement une utilité aux Good Brothers autre que ces deux gros noms, donc on les met champions par équipe. Ça c'est cool. Et la chose cool aussi, c'est que du coup pour ce Hard to Kill, ils vont affronter quand même des mecs qui représentent Impact. Les Motor City Machine Guns, je pense que on peut pas faire plus représentation d'Impact. À part si vous allez me dire, peut-être qu'ils ont fait la Ring of Honor. C'est sûr d'ailleurs qu'ils ont fait la Ring of Honor, mais ils sont quand même estampillés vachement Impact. Rich Swann qui est actuellement le champion d'Impact. Donc j'espère quand même que cette confrontation sera réellement construite pour mettre en avant l'équipe Impact, on pourrait dire, contre les envahisseurs Bullet Club. Voilà, c'est cool. Mais la chose qui est à déplaire, qui je pense déplaît à quelques fans d'Impact, c'est cette invasion de Kenny Omega qui arrive et qui prend le spotlight. Je peux tout à fait comprendre ça. Voilà, je suis pas du tout objectif parce que je suis fan de Kenny Omega, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais le truc c'est que on arrive dans un programme qui était déjà en construction. Rich Swann qui est un champion en construction, je l'ai déjà dit d'ailleurs quand il a gagné à Impact Bound for Glory, que je trouvais que c'était pas du tout un champion crédible, et pour moi il a besoin d'être établi avant d'avoir des confrontations de ce genre-là pour être réellement un champion crédible. Actuellement, je pense que tout le monde a entendu, ne serait-ce que c'est ça le catch avec Stury ou les autres qui parlaient de ça, mais une confrontation Rich Swann ou Kenny Omega, c'est quand même pas foufou et ça envoie pas du rêve. Je veux dire, personne, en tout cas fan d'Impact, ne veut acheter un show Impact parce que Kenny Omega affronte Rich Swann, c'est pas du tout possible. Et je pense sérieusement que les fans d'AEW ont pas forcément envie de plus que ça d'aller voir Impact parce que Kenny Omega va affronter Rich Swann. Voilà, parce que c'est peut-être méchant à dire, mais c'est parce que Rich Swann. Personne n'a envie clairement de voir Rich Swann contre Kenny Omega parce que Rich Swann c'est pas un main eventer dans la tête des gens, ni dans ma tête alors que je suis Impact régulièrement, c'est pour vous dire. Mais voilà, c'est peut-être dommage. Ce qui est dommage surtout pour quelqu'un, c'est pour Moose, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt. Moose qui commence de plus en plus à être un prétendant sérieux et très important autour du titre d'Impact. Mais voilà, je trouve ça dommage que du coup, suite à la confrontation qu'on a eue à Final Resolution, qui est venue du coup à la fin pour un petit peu officialiser le fait qu'il arrive bientôt pour le titre, d'un ce coup, bam, tout est mis en suspens, on met Kenny Omega d'abord en avant. Mais le truc c'est que je pense honnêtement que ça peut pas s'arrêter, enfin que la confrontation Kenny Omega le collecteur ne peut pas s'arrêter à Hard to Kill après ce 3 contre 3, c'est pas possible. Donc on a forcément une suite de programmes. Donc pour moi la manière la plus logique d'un petit peu rattraper ça, ce serait que Moose s'incorpore au programme, à tout ça. Pourquoi pas pour qu'on ait des matchs à 3 qui seraient peut-être un peu plus intéressants sur la carte, qui donneraient peut-être un peu plus envie. La chose que moi j'imaginerais mais qui serait totalement idiote pour le coup, ce serait que Moose récupère la ceinture de Rich Swann pour qu'on ait une confrontation un peu plus intéressante entre champion d'Impact Moose et champion d'AEW Kenny Omega. Pour le coup, ça c'est une idée que moi qui me plaît. Sauf que malheureusement, on a une personne qui est délaissée, bien sûr, c'est Rich Swann, qui du coup passe pour un gros manche, j'ai envie de dire. Il passe vraiment pour un champion nul.
Et c'est réellement pas ce qui est raconté depuis Slammiversary, depuis juillet maintenant. Pour Rich Swann, c'est pas du tout ça qui est raconté pour lui. Donc ce serait même 2 pas en arrière, ce serait même un salto en arrière pour lui. Ce sera pas juste un pas en arrière, ce serait vraiment un salto en arrière pour Rich Swann, pour son développement Impact, qu'il perde le titre là, ici, des mains de Moose. Donc du coup, on se retrouve un petit peu bloqué. Parce que ce partenariat est certes bénéfique pour Impact. On l'a vu d'ailleurs pour le premier show, Kenny Omega était présent, qui a quand même bien fait monter les ratings, les téléspectateurs, et téléspectateurs globaux d'ailleurs, hein, que ce soit Twitch ou à la télé, ou en replay, des choses comme ça, même sur YouTube. Mais le truc, c'est que à terme, je pense pas que ça va être bénéfique plus que ça. Parce que si on a juste Kenny Omega qui vient collecter la ceinture de Rich Swann, ou en tout cas la ceinture d'Impact, qu'advient-il? Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Que va-t-il devenir des catcheurs d'Impact? Que va-t-il devenir des gens qui se positionnent dans le main event d'Impact? Parce que aussi doué soit le main event d'Impact, donc tous les catcheurs autour du main event, aucun, je dis bien aucun, n'a le star power d'une star telle que Kenny Omega et globalement d'une star de la AEW, parce que AEW est beaucoup plus populaire qu'Impact aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs que malheureusement ce sera toujours le cas, mais surtout parce que Kenny Omega, c'est quand même pas le même calibre que tout le roster d'Impact. Donc, on se retrouve dans une situation, comme je le dis déjà, très compliquée pour Impact, parce qu'en même temps, ils ont envie d'avoir ce partenariat parce que ça peut les mettre en avant, mais en même temps, on se retrouve bloqué avec ces storylines de Kenny Omega le collector, qui va décrédibiliser fortement en tout cas le main event d'Impact. Donc, à moins qu'on ait d'autres catcheurs qui viennent du côté d'Impact, des catcheurs AEW, pour un petit peu rehausser le niveau du main event, là malheureusement Impact ne vont sans doute pas sortir fort de ce programme, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment très étrange. Je vais voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Apparemment, Kenny Omega va pas être présent durant les 2 prochaines semaines du côté d'Impact, parce que je sais pas trop pourquoi, mais apparemment ils n'ont pas forcément enregistré de choses, parce que je rappelle, comme je l'ai dit déjà plus tôt, que les shows d'Impact ont tous déjà été enregistrés en avance. Donc du coup, tout ce qu'on a pu voir, toutes les fois où Kenny Omega était présent, ça a été enregistré après. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait revenir les gens sur place pour enregistrer les choses avec Kenny Omega. C'est pour ça d'ailleurs que Kenny Omega n'est pas présent sur le ring directement dans l'arène, mais dans son bus ou dans les vestiaires. C'est justement pour ça, parce qu'on n'a pas besoin de remettre en place toute la salle, juste pour faire venir Kenny Omega, ce qui serait un petit peu ridicule. Voilà, et qui serait sans doute un problème de temps et d'argent pour Impact. Voilà, c'était quand même très cool. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette fin d'Impact avec cette intervention de Kenny Omega qui officialise le heel turn également des Good Brothers. Et du coup, le match à 3 contre 3 pour Hard to Kill. J'aurais préféré honnêtement que ce match se fasse à Genesis. Genesis, c'est le pay-per-view Impact Plus, le pay-per-view spécial du coup qui va se passer début, il me semble que c'est le 6 janvier du côté d'Impact. Moi j'aurais vraiment préféré que ça se passe du côté de Genesis, pour 2 raisons. Déjà parce que avec Hard to Kill, c'est quand même un pay-per-view maintenant qui est considéré comme un gros pay-per-view du côté d'Impact, depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans il me semble. Mais Genesis, c'est un pay-per-view Impact Plus spécial, donc ça pouvait, je pense, s'il y avait des gens en tout cas des fans de WWE qui étaient intéressés, peut-être pourquoi pas vendre le streaming d'Impact Plus. Les gens auraient pu pourquoi pas s'intéresser à Impact Plus en disant bah tiens, Kenny Omega va faire son match à Impact Plus, pourquoi pas tenter l'abonnement, et voilà, ça aurait pu être plus sympa. Alors que là on monopolise quand même le main event d'un gros show, ce qui n'est pas forcément tous le cas. Il me semble qu'il y a actuellement 4 gros shows par an, en tout cas 4 gros pay-per-view par an, ou 5 du côté d'Impact, et forcément quand on élimine un, déjà c'est un petit peu plus difficile je trouve, même si forcément, je l'ai déjà dit, je le répète, mais Kenny Omega est quand même une grosse tête d'affiche, donc peut-être qu'ils préfèrent le mettre dans un gros pay-per-view comme ça pour le mettre en avant. Voilà, c'est tout à leur honneur. Espérons en tout cas que Impact Wrestling s'en morde pas les doigts dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Je m'arrête aussi rapidement avant de clôturer cette vidéo sur le AEW de cette semaine, le show du 16 décembre que j'ai vu en partie. On a eu forcément pas un gros pay-per-view comme Winter's Coming, hein, c'est un pay-per-view plutôt classique mais quand même très bien foutu. On a eu l'annonce de comment on pourrait dire ça, du fait que Brandy Rhodes et Cody Rhodes, on peut enfin dire Rhodes,
vont devenir parents. Voilà, donc je leur souhaite félicitations. Si ça peut permettre à Cody de, pourquoi pas, hop, un petit peu s'écarter de tout le spotlight qu'il prend, ça pourrait être très cool. Mais apparemment ça ne semble pas le cas parce qu'il a été présent pendant le show et qu'il a un petit peu, il a un petit peu continué cette histoire avec Sting. Il a confronté Angelico d'ailleurs juste après l'annonce du fait qu'il va devenir bientôt papa. Mais voilà, il a affronté Angelico dans un match qui était très sympathique. Il a fini d'ailleurs avec son cutter top rope, comment on appelle ça? Je sais même pas comment il appelle ça, son Cody Cutter. Voilà, il me semble que c'est ça, Cody Cutter. Donc il prend appui sur la deuxième corde, il monte sur la troisième et il saute en faisant un cutter en l'air. Voilà, c'était très classe, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Et juste après, on a la team Taz qui vient essayer de le confronter. Et on a bien sûr la lumière qui s'éteint, la neige qui tombe, Sting qui arrive un petit peu pour défendre Cody. Et j'ai trouvé ça quand même sympathique, donc apparemment on continue vraiment ce programme autour de Cody, Sting et du coup Darby Allin indirectement, qui n'est pas encore directement présent dans cette rivalité. Mais voilà, Sting qui vient défendre Cody, alors que la semaine dernière il le traitait un petit peu de kid. Voilà, il vient peut-être faire un petit peu la justice, je sais pas trop, mais voilà, pourquoi pas. Donc on va voir ce qui se passe pour les prochaines semaines. La chose intéressante aussi dans ce show, c'était tout simplement le main event. On avait Kenny Omega, qui d'ailleurs je l'ai pas dit, je fais une petite aparté vite fait, avant d'attraper ce main event, c'est le Triple Mania, donc le gros show, le WrestleMania, on dit les gros mots directement, le WrestleMania de la Triple A, qui était Triple Mania. Voilà, donc Kenny Omega, je le rappelle, est méga champion, donc le champion du monde de Triple A. Il a affronté Laredo Kid dans un match qui était quand même très très sympathique, je l'ai vu, qui était très très cool d'ailleurs. Ils ont bien réussi à gérer ce fait qu'il n'y ait pas de public du côté de la Triple A. Tout le tour était entouré il y avait des groupes à des moments, des choses comme ça, donc ils ont bien réussi à combler ce vide. Et c'était quand même un show globalement très sympathique. Et pour une fois qu'il n'y avait pas de problème technique du côté de Triple A, c'était quand même sympathique aussi. Donc voilà, Kenny Omega qui a quand même remporté la victoire contre Laredo Kid pour rester champion méga. Omega d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il me semble que dans l'introduction, quand il est arrivé dans l'arène, ils l'ont appelé le Omega champion. Voilà, parce que apparemment il se fait appeler aussi comme ça du côté du Mexique. Du coup, Kenny Omega qui a affronté Joey Janela dans un match no disqualification, un match qui était assez violent quand même et qui était quand même très sympathique. J'ai un petit peu du mal avec Joey Janela, je vous l'avoue. Je trouve que c'est un très bon catcheur, en tout cas un catcheur très sympa du côté de l'indépendant. Mais du côté d'AEW, je trouve qu'il fait un petit peu tâche. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait aussi un petit peu chier pendant ce match. Certes, le match était très très bon dans la globalité du truc, c'était super cool. Le moment d'ailleurs où Kenny Omega prend le micro et frappe en même temps Joey Janela un petit peu en trash talkant avec le micro, j'ai trouvé ça super sympa, ça renforce encore plus. C'est plein de petits détails comme ça dans Kenny Omega qui renforcent encore plus son côté heel, son côté détestable, et j'adore ce genre de choses, donc c'est super cool. Mais c'est surtout à la fin où Kenny Omega reprend l'avantage après un moonsault raté de Joey Janela. Il a eu porté un V-Trigger, le premier V-Trigger est super bien porté, Johnny Janela se prend vraiment dans la gueule, et juste après il le porte dans les cordes et Johnny Janela il tombe au sol, et puis là on sait pas pourquoi, il lève les bras et les jambes en l'air comme ça, tel un chien pendu, un cochon pendu, et j'ai trouvé ça d'un ridicule. Je me suis dit putain, vraiment j'étais à la limite de l'énervement, vraiment, je me disais mais ce genre de mec est en main event d'AEW quoi, alors que vraiment il vend, je suis désolé mais à ce moment là, peut-être que je vais avoir des propos un petit peu durs, mais à ce moment-là, je me dis, quelqu'un qui est pas fan de catch, qui arrive sur ce match-là en disant putain Kenny Omega, il me plaît bien et tout, il a de l'attitude, c'est un champion super sympa et tout, qui voit ce match, il dit putain super cool, il c'est extrême, ça donne envie et tout de regarder, et puis à la fin, il voit ça, il voit un mec qui littéralement vend sa prise en levant les bras et les jambes. À quel moment tu peux y croire en fait? À aucun moment tu peux y croire. Et moi ça m'a littéralement sorti du match, surtout que c'est le dernier mouvement qu'il a, parce qu'après Kenny Omega le relève pour porter son One Wing Angel pour la victoire du coup. Et je me suis dit putain, on termine ce match là sur une tellement mauvaise note que j'ai envie de dire limite ça me retire toute la performance qu'a fait Joey Janela pendant toute la confrontation que j'avais apprécié. Et voilà, c'est le genre de petits détails qui pour vous ne veut peut-être rien dire, mais pour moi veut dire beaucoup. Et voilà, ça m'a vraiment sorti du match, et ça m'a laissé un petit goût, vous voyez, de caca au fond de la bouche après que t'aies mangé des sushis, des sashimi. Voilà, t'as un petit côté de caca derrière, c'est exactement ce que ça m'a fait. Voilà, mais la chose intéressante, c'est sur ce qui s'est passé après ce combat-là, où on a eu tout simplement Don Callis
et Kenny Omega qui faisait un petit peu leur promo en disant voilà, ils sont les meilleurs, ils sont très très forts. Et à ce moment-là, on a la Triangle de la Muerte, Pentagon Junior qui se fait du coup plus appeler Pentagon Junior, maintenant c'est Penta L0M, accompagné de son frère Rey Fenix, ça veut dire Lucha Phoenix, pas du tout, Rey Fenix, et du coup le leader officieux de ce trio infernal, c'est Pac le bâtard qui vient prendre le micro, qui dit écoute, j'ai toujours un business qui n'est pas fini avec toi, Kenny. Alors ça m'a un petit peu étonné parce que de mes souvenirs, Kenny Omega avait battu Clean dans un Iron Man match de 30 minutes Pac en février, hein, juste avant Révolution. Donc pour moi c'était clair et net que le programme était fini. D'ailleurs à l'époque, quand la chaîne s'appelait encore Attrape, j'avais d'ailleurs dit que c'était un petit peu dommage de finir cette rivalité sur un Go-Home Show, donc les shows juste avant les gros pay-per-view. Voilà, un petit peu comme ça pour clôturer le programme, pour passer à autre chose. Mais apparemment, d'après Pac, le business entre eux deux n'est pas fini. Pourquoi pas, mais surtout la chose intéressante, c'est que Pac met totalement en avant Rey Fenix en lui disant écoute, dans le tournoi qui a dû couronner le challenger numéro 1 que tu as gagné, d'ailleurs Kenny, t'as pas battu Rey Fenix, tout simplement parce qu'à ce moment-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais Rey Fenix avait eu une blessure, et du coup son frère Pentagon Junior l'avait remplacé au dernier moment. Et du coup, Penta L0M avait perdu ce match contre Kenny Omega. Du coup, Kenny Omega était passé ensuite à la finale, mais du coup, Rey Fenix avait jamais combattu. Donc du coup, Pac mise sur ça en disant écoute, t'as jamais battu Rey Fenix pour devenir après t'as battu Moxley pour devenir champion. Donc logiquement, c'est que Rey Fenix est meilleur que toi parce que tu l'as pas battu. Donc il mérite un match pour le titre. Et du coup, Callis il est en mode mais qu'est-ce que tu racontes, jamais on va accepter je sais pas quoi, et en fait Pac lui dit juste que en fait Tony Khan a déjà accepté la proposition. Donc du coup le 30 décembre à AEW, le dernier show de l'année, on aura ce main event Rey Fenix contre Kenny Omega pour la ceinture AEW, et ça a été super bien amené, donc j'ai vraiment hâte de voir ce programme là, ce match entre les deux, même si ils sont déjà affrontés. C'est toujours un très très bon catch entre les deux. Rey Fenix c'est vraiment un très très bon catcheur. J'ai pas envie de dire sous-estimé parce qu'il est très très bien utilisé du côté d'AEW, mais en tout cas c'est un très très bon catcheur qui mérite d'avoir ce genre d'opportunité autour des titres majeurs. Donc c'est très très cool, bravo à lui. Voilà, j'arrête ce podcast que j'ai fait un petit peu rapidement, j'avais pas du tout de fil rouge en commençant cette vidéo, mais du coup on est revenu quand même sur 5 shows, je suis revenu que sur les moments importants qui nous intéressaient pour cette vidéo, donc du coup le cas Kenny Omega, Impact et AEW qui sont un petit peu liés, on va voir ce que ça vaut durant les prochaines semaines. Du coup à l'heure où j'enregistre, tout ce qu'on sait c'est que le 30 décembre du côté d'AEW, on a Kenny qui défend la ceinture AEW contre Rey Fenix. On sait que, je vais regarder d'ailleurs en direct, hop, quand aura lieu le pay-per-view Hard to Kill 2021, j'allais mettre 2020, mais non 2021, il aura lieu, hop, j'ai pas de date, c'est étrange ça, quand est-ce qu'il va avoir lieu, le 16 janvier, je regarde également le planning, donc du coup on a un show, ça c'est bizarre tiens d'ailleurs, parce que il me semblait que, peut-être que je me trompe, mais il me semblait que Genesis était le 6, mais le 6 ça tombe un mercredi. Le 9, voilà, c'est le 9 bien sûr, c'est la même semaine, c'est le 9, c'est le 6 à l'envers, c'est pour ça que je me suis trompé. Pas du tout, je me rattrape totalement comme je peux. Donc du coup, oui, on a... Bah attendez. Est-ce que je suis en train de me tromper encore une fois? Est-ce que je suis bête? Non, le 9 janvier. Ah, c'est un samedi, c'est pour ça que je me trompe. Pour moi, dans ma tête, les pay-per-views, c'est le dimanche. Mais non, c'est le samedi, donc c'est le samedi 9 Genesis. Donc pour l'instant, on n'a vraiment rien d'actuel. Et du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Le 23. Est-ce que je me suis trompé encore? Le 16. Oh là là, vraiment, je suis vraiment perdu dans les dates. Donc, petit récap de fin de vidéo. Le 30 décembre, Kenny Omega contre Rey Fenix pour le titre AEW du côté d'AEW Dynamite. Et le 16 janvier, du coup le samedi 16 janvier, on aura du coup le Impact Hard to Kill, le gros pay-per-view, le premier gros pay-per-view de l'année du côté d'Impact, avec un match 3 contre 3 en main event, le champion du monde d'Impact, oui, Rich Swann, accompagné des Motor City Machine Guns, donc Alex Shelley
et Chris Sabin. Et de l'autre côté, on a les Good Brothers, les champions d'ailleurs par équipe d'Impact, les Good Brothers Doug Gallows et Karl Anderson, accompagnés du champion AEW Kenny Omega. Donc un match 3 contre 3 qui va s'avérer très intéressant, même si j'ai déjà un petit peu dit plus tôt dans la vidéo mes doutes sur ce qui pourrait arriver dans le futur d'Impact. Voilà, on a quand même un petit peu de doutes. Mais bon, on fait confiance à l'avenir, on espère que tout se passera bien pour les deux promotions, et notamment pour Impact pour le coup, parce que c'est elle qui aura un petit peu plus besoin d'aide. Mais voilà, je vous invite à partager la vidéo, à liker, à commenter si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à manifester un maximum votre soutien à la chaîne, et à moi notamment, parce que c'est un petit peu moi qui gère la chaîne. Voilà, c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Donc j'ai envie de vous dire à bientôt pour reparler toujours plus de catch. Je sais pas du tout quand je ferai une prochaine vidéo, parce que maintenant j'ai envie juste de faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Là ça a été le cas aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ma passion. Peut-être que ce sera plus tard, peut-être que ce sera je ne sais pas quand, mais en tout cas soyez toujours fiers d'être fan de catch et restez curieux. Bisous.